Un millionnaire est surpris par le son de la sonnette de son manoir par un après-midi pluvieux. En ouvrant la porte, il trouve une fillette de 6 ans vêtue d'un uniforme de nettoyage usé et trempé. D'une voix tremblante mais ferme, elle murmure « Monsieur, je suis venu à la place de ma mère. Elle est très malade et il n'y a personne d'autre pour s'occuper de moi. » À cet instant, il reconnaît la fille de la femme de ménage qu'il s'apprêtait à licencier pour 2 semaines d'absence consécutives. Lorsqu'il découvre la vérité derrière ces absences et ce que la petite fille faisait pour protéger l'emploi de sa mère, sa vie change à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le son de la sonnette résonna dans le manoir comme un cri perdu dans l'immensité du marbre froid. Edward Sterling s'arrêta à mi-chemin de l'escalier, ses doigts agrippant la rampe en acajou avec une force telle que ses jointures blanchirent. Ce bruit n'avait pas sa place un mardi pluvieux à 15 heures. Personne n'osait lui rendre visite sans rendez-vous préalable, et certainement pas un jour comme celui-ci, où les gouttes de pluie frappaient les fenêtres comme des larmes désespérées. À 52 ans, Edward avait bâti un empire sur le contrôle absolu et la prévisibilité. Chaque minute de sa vie était méticuleusement planifiée, chaque réunion programmée des semaines à l'avance, chaque décision prise avec la froideur calculée qui avait fait de lui l'un des hommes les plus riches du pays. Son manoir, avec ses 40 pièces et ses jardins impeccables, était le parfait reflet de sa personnalité, imposant, intouchable et complètement isolé du monde extérieur. La sonnette retentit de nouveau, plus insistante cette fois. Edward descendit lentement les marches, chaque pas résonnant dans le grand hall d'entrée comme une sentence funeste. Ses yeux bleus, normalement froids comme la glace, laissèrent transparaître une lueur d'irritation croissante. Qui oserait troubler sa routine sacrée ? Peut-être un vendeur égaré ou un livreur s'étant trompé d'adresse. Quelle que soit la raison, il s'en occuperait rapidement et retournerait à son bureau, où des piles de documents attendaient sa signature. L'odeur de la pluie envahit le manoir alors qu'Edward ouvrait la lourde porte en chêne. Le vent froid caressa son visage, apportant avec lui le parfum de la terre humide et des feuilles mortes. Il était prêt à congédier tout visiteur indésirable avec sa froideur habituelle, mais les mots moururent dans sa gorge lorsque ses yeux se posèrent sur la scène qui s'offrait à lui. Une petite fille, pas plus de 6 ans, se tenait sur le seuil. Sa blouse bleue usée était trempée et en lambeaux, collant à son corps frêle comme une seconde peau. Ses cheveux bruns, détrempés par la pluie, étaient plaqués sur son visage pâle. Mais ce furent ses yeux qui firent s'arrêter le cœur d'Edward. Grand, sombre et empli d'une détermination qui contrastait vivement avec la peur qui y habitait aussi, comme si une âme d'adulte était piégée dans un fragile corps d'enfant. La fillette serrait contre sa poitrine un sac en plastique transparent, protégeant quelque chose qu'Edward ne put identifier. Ses petites mains tremblaient, mais pas seulement à cause du froid. Il y avait quelque chose de plus profond dans ce tremblement, une vulnérabilité qui toucha une partie d'Edward qu'il croyait morte depuis longtemps. « Monsieur » murmura-t-elle, sa voix à un fil sonore qui fendit l'air comme une lame tranchante. Le mot sortit de manière hésitante, mais il y avait derrière une fermeté qui surprit Edward. « Je suis ici pour ma maman. » Edward sentit le monde vaciller légèrement autour de lui. Son esprit rationnel s'efforçait de traiter l'information, mais quelque chose de plus primitif, de plus humain, s'agitait dans sa poitrine. Il connaissait ses yeux, pas personnellement, mais il en avait vu le reflet chaque jour pendant 2 semaines, le reflet de la même détermination et du même désespoir sur le visage de la femme qui nettoyait sa maison. « Elle est très malade et il n'y a personne d'autre pour s'occuper de moi. » La jeune fille continua, et ses paroles furent comme de petits poignards perçant les défenses qu'Edward avait soigneusement bâties pendant des décennies. La pluie continuait de tomber, créant un rideau liquide autour d'eux. Edward pouvait sentir l'eau couler sur son visage, se mêlant à quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, des larmes. Cette enfant, mouillée et tremblante, venait de réussir en quelques secondes ce qu'aucun rival en affaires n'avait réussi en des décennies, le laisser complètement sans voix. À cet instant, debout sur le seuil de son manoir, Edward Sterling ne se doutait pas que sa vie venait de changer à jamais. La fillette grelottante devant lui n'était pas seulement la fille de la femme de ménage qu'il s'apprêtait à licencier. Elle était la clé d'une transformation dont il ne savait même pas avoir besoin. Edward resta immobile pendant de longues secondes, étudiant le visage de la fillette comme s'il s'agissait d'un document complexe qu'il devait déchiffrer. La pluie continuait de tomber, mais il remarqua à peine l'eau qui trempait ses coûteuses chaussures italiennes. Son esprit, entraîné à prendre des décisions rapides et précises, était complètement paralysé par cette situation sans précédent. « Entrez », dit-il finalement, sa voix plus rauque que d'habitude. Il recula, laissant la place à la fillette pour passer.
Elle hésita un instant, comme si elle évaluait s'il était digne de confiance, avant de franchir le seuil à petits pas prudents. Le contraste était saisissant. La fillette, avec sa blouse trempée et ses chaussures usées, semblait encore plus petite dans le grand hall d'entrée du manoir. Le marbre blanc sous ses pieds, les lustres en cristal au-dessus de sa tête, les peintures inestimables sur les murs, tout conspirait à souligner sa vulnérabilité. Édouard ferma la porte et le son résonna dans la maison comme un tonnerre lointain. « Comment t'appelles-tu » demanda Édouard, sa voix prenant le ton formel qu'il utilisait lors des réunions d'affaires. C'était sa manière de garder une distance, de ne pas s'impliquer émotionnellement. « Sofia » répondit-elle en s'essuyant le nez avec une manche mouillée. « Sofia Garcia. Ma maman, c'est Carmen. Carmen Garcia. » Édouard fouilla mentalement dans les dossiers de ses employés. 43 ans, veuve, travaillait au manoir depuis 8 mois. Toujours ponctuelle, efficace, presque invisible jusqu'à il y a 2 semaines, où elle avait commencé à s'absenter sans explication. Il avait décidé de la licencier le vendredi suivant. « Où est ta mère maintenant » demanda Édouard, guidant Sofia vers le salon. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela. Son inclination naturelle aurait été d'appeler les services sociaux et de résoudre le problème de manière pratique et distante. Sofia se recroquevilla sur le canapé en velours, paraissant encore plus petite contre les énormes coussins. À l'hôpital Saint-Luc. Elle y est depuis 2 semaines, mais elle m'a fait promettre de ne le dire à personne. Ces mots sortirent comme si elle luttait contre l'envie de pleurer. 2 semaines. Édouard sentit un nœud se former dans son estomac. Et tu as été seule tout ce temps ? Sofia hocha la tête, se mordant la lèvre inférieure. Maman a dit que si vous la preniez, vous la licencieriez. Elle a vraiment besoin de ce travail, monsieur. Nous n'avons personne d'autre depuis que mon papa est parti. Édouard s'assit dans le fauteuil en face d'elle, les mains si serrées que ses jointures blanchirent. La réalité de la situation commençait à pénétrer ses défenses rationnelles. Pendant qu'il envisageait de licencier Carmen pour absence injustifiée, une enfant de 6 ans se débrouillait seule, protégeant l'emploi de sa mère malade. « Qu'as-tu mangé » La question lui échappa avant qu'il ne puisse se retenir. Il y avait quelque chose dans la maigreur de Sofia qui le troublait profondément. « Du pain et de l'eau » répondit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Parfois, il y a des biscuits que les voisins nous donnent, mais l'argent que maman a laissé commence à manquer. » Édouard eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Toute sa vie était basée sur les chiffres, les profits, l'efficacité. Il ne s'était jamais arrêté pour penser à ce qui arrivait aux gens derrière les noms sur sa liste de paie. Carmen Garcia n'était pas seulement une employée qui manquait le travail. C'était une mère désespérée essayant de protéger son enfant tout en luttant contre la maladie. « Sofia, dit-il, la voix plus douce cette fois. Parle-moi de ta mère. Quand est-elle tombée malade ?» Les yeux de Sofia se remplirent de larmes, mais elle les refoula rapidement, comme si elle avait appris à ne pas pleurer. Elle toussait depuis longtemps, mais elle disait que c'était juste la fatigue. Puis une nuit, elle s'est évanouie dans la cuisine, et il y avait du sang qui sortait de sa bouche. Les voisins ont appelé une ambulance. Édouard ferma les yeux un instant, essayant de digérer l'information. Carmen était malade et continuait de travailler par peur de perdre son emploi. Combien de matins avait-elle nettoyé sa maison en luttant contre la douleur ? Combien de fois l'avait-il croisée dans les couloirs sans vraiment la voir ? « Et tu es venue ici toute seule » demanda Édouard, impressionné par le courage de la fillette. Sofia hocha la tête, serrant le sac en plastique contre sa poitrine. « J'ai pris 3 bus. J'ai demandé à beaucoup de gens jusqu'à ce que je trouve la maison. Maman a toujours dit que vous étiez un homme bon, que vous preniez soin de vos employés. » Ces mots frappèrent Édouard comme un éclair. Carmen avait parlé en bien de lui à sa fille, tout en sachant qu'il était sur le point de la licencier. La foi de cette femme en sa bonté était un poids qu'il ne savait comment porter. La pluie continuait de battre contre les fenêtres, mais à l'intérieur du manoir, quelque chose avait irrévocablement changé. Édouard regarda Sofia, toujours grelottante sur le canapé, et réalisa que sa vie venait de se compliquer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. « Sofia, dit-il en se levant lentement, tu ne rentreras pas seule à la maison ce soir. » Édouard demanda à Madame Albright, sa gouvernante, de préparer une chambre pour Sofia et de lui trouver des vêtements secs. Pendant que la fillette prenait un bain chaud, il s'enferma dans son bureau, essayant de gérer le tourbillon d'émotions qui menaçait de détruire le sang-froid qu'il avait si soigneusement construit pendant des décennies. Ses mains tremblaient en parcourant le dossier de Carmen Garcia.
Les informations étaient rares, adresse, numéro de téléphone, référence d'emploi précédent, rien sur sa vie personnelle, ses luttes, ses peurs. Pour Édouard, elle n'avait toujours été qu'un nom de plus sur la liste de paix, une présence silencieuse qui gardait sa maison immaculée. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Sophia entra timidement, vêtue maintenant d'un peignoir moelleux qui l'engloutissait complètement. Ses cheveux propres et secs encadraient un visage qui semblait encore plus jeune et plus vulnérable. « Monsieur », dit-elle, sa petite voix résonnant dans le bureau rempli de livres et de trophées d'affaires. « Je peux vous montrer quelque chose ?» Édouard hocha la tête, regardant Sophia ouvrir le sac en plastique qu'elle avait transporté tout l'après-midi. De l'intérieur, elle sortit soigneusement une série de papiers froissés et un petit chiffon de nettoyage. « J'ai essayé d'aider maman », expliqua Sophia en tendant les papiers à Édouard. « J'ai dessiné une carte de la maison pour ne pas oublier où tout nettoyer. » Édouard prit les papiers avec des mains tremblantes. C'étaient des dessins d'enfants, mais étonnamment détaillés. Sophia avait cartographié chaque pièce du manoir, notant de son écriture incertaine où se trouvaient les meubles à dépoussiérer, quels produits utiliser sur chaque surface. Il y avait même de petites flèches indiquant la bonne direction pour passer l'aspirateur. « Je venais ici tôt le matin, avant que vous ne vous réveilliez », continua Sophia, sa voix gagnant en assurance. « J'ai nettoyé la salle à manger et le hall d'entrée, exactement comme maman le faisait. Je ne voulais pas que vous soyez en colère contre elle parce qu'elle ne pouvait pas venir travailler. » Édouard sentit l'air lui manquer. Pendant 2 semaines, alors qu'il ruminait l'incompétence et le manque d'engagement de Carmen, sa fille de 6 ans se levait avant l'aube, prenait des bus seule et tentait désespérément de sauver l'emploi de sa mère. Le courage et le dévouement de cet enfant étaient à la fois inspirants et dévastateurs. « Sophia, dit-il, la voix plus rauque que d'habitude, tu n'avais pas à faire ça. Ce n'était pas ta responsabilité. » « Mais je voulais aider, » répondit-elle, ses grands yeux brillants de larmes non versées. « Maman dit toujours que le travail, c'est sérieux, qu'on ne peut pas laisser tomber les gens. Je ne voulais pas que vous la pensiez mauvaise. » Édouard se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel était encore lourd de nuages sombres. Il appuya son front contre la vitre froide, essayant d'organiser les pensées qui se déchaînaient dans son esprit comme des vagues furieuses. Toute sa vie avait été bâtie sur le principe que les gens étaient des ressources à gérer, des chiffres à optimiser. L'efficacité était tout. Les résultats étaient tout. Il ne s'était jamais arrêté pour penser aux histoires derrière les noms sur sa liste de paix, aux luttes silencieuses qui se déroulaient loin de sa vue. « Monsieur !» La voix de Sophia le ramena au présent. Elle s'était approchée et se tenait maintenant à côté de lui, regardant par la fenêtre. « Allez-vous licencier maman quand elle ira mieux ?» La question fut comme une gifle. Édouard se tourna pour regarder Sophia, voyant non seulement une enfant, mais un reflet de sa propre enfance abandonnée. Lui aussi avait été laissé pour compte, mais par choix, non par nécessité. Il avait construit des murs si hauts autour de son cœur qu'il avait oublié ce que c'était que de ressentir une compassion sincère. « Non, » dit-il, et pour la première fois depuis des années, sa voix portait une réelle émotion. « Je ne vais pas licencier ta mère. Jamais. » Sophia sourit, un sourire si pur et si radieux qu'Édouard sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. C'était comme si des décennies de glace fondaient d'un seul coup, le laissant vulnérable et effrayé. « Voulez-vous voir ma maman ?» demanda Sophia en sortant un vieux téléphone portable de la poche de son peignoir. « J'ai une photo d'elle. » Édouard hocha la tête, prenant l'appareil avec précaution. La photo montrait Carmen souriante, enlaçant Sophia dans un petit appartement. Elles avaient toutes les deux l'air heureuses malgré la simplicité de leur environnement. Édouard reconnut les yeux de Carmen, les mêmes yeux déterminés qu'il voyait chez Sophia. « Elle est très belle, » dit-il. Et c'était vrai. Carmen avait un sourire chaleureux qui illuminait son visage fatigué. « Elle va aller mieux, n'est-ce pas, monsieur ?» demanda Sophia, sa petite voix remplie d'espoir et de peur. Édouard regarda la courageuse enfant qui avait traversé la pluie pour protéger sa mère, qui avait essayé de nettoyer un manoir entier pour garder un emploi, qui avait sacrifié sa propre enfance pour prendre soin d'une famille brisée. Et pour la première fois depuis des décennies, Édouard Sterling sentit son cœur s'ouvrir complètement. « Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle aille mieux, » promit-il. Et il savait que cette promesse changerait tout. Le lendemain matin apporta un soleil timide qui filtrait à travers les rideaux de soie de la chambre d'amis. Édouard avait passé une nuit blanche à arpenter les couloirs du manoir, essayant de comprendre comment sa vie bien ordonnée avait sombré dans un tourbillon émotionnel en quelques heures.
Quand il descendit pour le petit déjeuner, il trouva Sofia assise à la table de la cuisine, mangeant lentement une tranche de pain avec de la confiture. « Bonjour, monsieur, dit-elle, les yeux encore gonflés de sommeil, mais portant cette même détermination qui l'avait impressionné la veille. « Bonjour, Sofia, répondit Édouard en s'asseyant en face d'elle. Madame Albright avait préparé un petit déjeuner complet, œufs, fruits, jus de fruits et divers pains. Mais Sofia ne mangeait qu'une seule tranche, mâchant chaque bouchée comme si elle était précieuse. « Tu n'aimes pas les œufs » demanda Édouard, remarquant l'assiette intacte devant elle. Sofia le regarda avec une expression qui mêlait honte et peur. Maman a toujours dit de ne pas demander de nourriture chère quand on est chez les autres. Le pain, c'est suffisant. Ces mots frappèrent Édouard comme un coup direct. Même ici, dans sa maison, alors qu'on lui offrait l'hospitalité, Sofia se sentait encore comme une intruse qui ne méritait pas plus que le strict nécessaire. L'éducation que Carmen avait donnée à sa fille reflétait une vie de difficulté et une conscience douloureuse de sa position sociale. « Sofia, dit Édouard, sa voix ferme mais douce. Ici, tu peux manger tout ce que tu veux. C'est ta maison maintenant, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Les yeux de Sofia se remplirent de larmes. « Vous promettez que vous ne changerez pas d'avis ? D'autres personnes ont déjà dit ça, mais ensuite… » « Ensuite, quoi ?» Édouard se pencha en avant, sentant qu'il était sur le point d'apprendre quelque chose d'important. Sofia baissa les yeux, jouant avec les miettes sur son assiette. Quand maman est tombée malade la première fois, l'année dernière, elle n'a pas pu travailler pendant une semaine. La famille pour qui elle travaillait avant a dit que nous pouvions rester chez eux jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Édouard sentit un nœud se former dans son estomac. Qu'est-il arrivé ? Le 3e jour, ils ont appris que maman aurait besoin de médicaments coûteux et qu'elle pourrait retomber malade. Alors, ils nous ont dit que nous devions partir parce qu'ils ne voulaient pas de problème. Sofia essuya une larme qui s'était échappée. La dame de la maison a dit, « Une mère malade n'est pas bonne pour le travail, et une enfant sans père n'est qu'une source d'ennui. » Édouard sentit une rage sourde monter dans sa poitrine. La cruauté désinvolte de ces gens, la façon dont ils avaient rejeté Carmen et Sofia comme si elles étaient des objets jetables, l'éveilla à une réalité qu'il avait toujours ignorée. Combien de familles traversaient des situations similaires ? Combien d'histoires de souffrance avait-il négligées dans sa vie axée sur les résultats ? Après ça, nous avons dû déménager 3 fois, continua Sofia, sa voix minuscule mais stable. Toujours la même chose. Au début, les gens sont gentils, mais quand ils apprennent que maman tombe malade, parfois, ils inventent des excuses pour nous renvoyer. Édouard se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre de la cuisine. Le jardin du manoir s'étendait devant lui, parfaitement entretenu, un symbole d'ordre et de contrôle. Mais à l'intérieur de la maison, sa vie était bouleversée par une fillette de 6 ans qui avait connu plus de rejet et de cruauté que beaucoup d'adultes. « Sofia, dit-il en se tournant vers elle, réponds-moi honnêtement. As-tu peur que je fasse la même chose ?» Sofia hocha lentement la tête, se mordant la lèvre inférieure. « Tout le monde le fait toujours, monsieur. Maman dit que c'est parce que nous sommes pauvres et malades et que les gens riches n'aiment pas les problèmes. » La simplicité brutale de la réponse de Sofia coupa Édouard comme une lame. Elle avait appris à 6 ans que sa vie et celle de sa mère étaient considérées comme des inconvénients à écarter. La manière factuelle dont elle acceptait cette réalité était à la fois stupéfiante et dévastatrice. Édouard retourna à la table et s'agenouilla devant Sofia, se mettant à sa hauteur. « Sofia, écoute-moi très attentivement. Je ne suis pas comme ces autres personnes. Quand je promets quelque chose, je le tiens, et je te promets que toi et ta mère aurez toujours une place ici. » « Même si elle retombe malade ?» demanda Sofia, sa voix chargée d'un espoir fragile. « Surtout si elle retombe malade » répondit Édouard, se surprenant lui-même de la conviction de sa propre voix. Sofia le regarda longuement, comme si elle essayait de lire son âme. Puis, lentement, elle tendit sa petite main et toucha le visage d'Édouard. « Vous avez des yeux tristes, monsieur, dit-elle, tout comme les miens quand papa est parti. » Édouard ferma les yeux, sentant le contact doux de la main de Sofia sur son visage. À cet instant, il réalisa qu'il ne sauvait pas seulement Sofia et Carmen. Elle sauvait aussi quelque chose en lui qui était perdu depuis longtemps. Sa capacité à ressentir, à se soucier, à être humain. « Peut-être, murmura-t-il, avons-nous tous besoin les uns des autres plus que nous ne le réalisons. » Sofia sourit, et pour la première fois depuis son arrivée, elle sembla vraiment croire que peut-être, enfin, elle avait trouvé un endroit où elle pourrait rester. Édouard gara sa Mercedes noire à l'entrée de l'hôpital Saint-Luc,
un bâtiment modeste qui contrastait vivement avec les hôpitaux privés où il passait habituellement ses examens annuels. Sophia était à côté de lui, serrant une poupée de chiffon que Madame Albright avait trouvée dans le grenier du manoir. C'était une vieille poupée, mais Sophia la serrait comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. « Maman sera contente de te voir », dit Sophia. Mais Édouard pouvait entendre l'anxiété dans sa voix. « Elle ne sait pas que je suis venu chez vous. Je pense qu'elle va être fâchée contre moi. » Édouard arrêta la voiture et se tourna vers Sophia. « Pourquoi serait-elle fâchée ? » « Parce que j'ai désobéi, » expliqua Sophia, ses grands yeux reflétant la culpabilité. « Elle m'a dit de ne déranger personne, d'attendre qu'elle revienne, mais ça fait 2 semaines et elle n'est pas revenue. » Édouard sentit une douleur vive dans sa poitrine. Sophia avait fait un choix impossible pour une enfant de 6 ans. Désobéir à sa mère pour potentiellement la sauver. Le courage nécessaire pour faire ce choix était bouleversant. Ils traversèrent les couloirs de l'hôpital, Édouard se sentant déplacé au milieu de l'environnement simple et fonctionnel. Il était habitué aux cliniques en marbre et aux bureaux luxueux. Ici, les murs étaient peints d'un vert pâle, le sol était en linoléum usé, et l'odeur de désinfectant mêlée à la souffrance humaine était presque tangible. Sophia le guida à travers les couloirs avec la familiarité de quelqu'un qui avait fait le trajet de nombreuses fois. « C'est ici », dit-elle en s'arrêtant devant une porte légèrement entr'ouverte. Édouard jeta un coup d'œil par l'interstice et vit Carmen pour la première fois en 2 semaines. Le choc fut immédiat. La femme qui nettoyait sa maison avec une efficacité silencieuse était méconnaissable. Maigre, pâle, reliée à des tubes et des moniteurs, Carmen semblait aussi fragile que de la porcelaine brisée. « Maman », appela doucement Sophia en poussant la porte. Les yeux de Carmen s'ouvrirent en papillonnant, et quand elle vit Sophia, son visage s'illumina d'un sourire qui défiait sa condition physique. « Mon amour, tu es venu. » Puis ses yeux se tournèrent vers Édouard, et son expression changea instantanément pour la panique. « Monsieur Sterling. » Elle essaya de s'asseoir, mais les tubes la retinrent. « Sophia, qu'as-tu fait ? Je t'avais dit de ne pas ?» Doucement, Carmen, dit Édouard en s'approchant du lit. Sophia a fait ce qu'il fallait. Elle est très courageuse. Carmen se mit à pleurer. Des larmes de honte et de désespoir coulaient sur son visage pâle. « Monsieur, je suis tellement désolé. Je voulais travailler, mais je ne pouvais pas. J'ai essayé de le cacher, d'essayer de ne pas m'absenter, mais... » Carmen, interrompit Édouard, sa voix plus douce qu'il ne l'avait jamais utilisée avec aucun employé. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez malade ?» Carmen regarda Sophia, puis de nouveau Édouard. « Parce que j'avais besoin de ce travail. Vous êtes un homme occupé, important. Vous n'avez pas de temps pour les problèmes d'une femme de ménage. » Elle essuya ses larmes du dos de la main. « Je pensais que si je pouvais juste tenir un peu plus longtemps, si j'allais mieux bientôt... » Édouard sentit comme si un poids de 100 kilos avait été placé sur sa poitrine. Carmen avait souffert en silence, sacrifiant sa santé par peur de perdre son emploi. Et lui, dans sa tour d'ivoire, avait interprété son absence comme de la négligence. « De quelle maladie souffrez-vous, Carmen ?» demanda Édouard en rapprochant une chaise du lit. « Les médecins disent que c'est la tuberculose, » répondit Carmen, la voix faible. « C'est à un stade avancé parce que je n'ai pas cherché de traitement plus tôt. J'avais peur de manquer le travail, de perdre l'argent. » Sophia grimpa sur le lit et se blottit contre sa mère, en faisant attention de ne pas déranger les tubes. « Maman, Monsieur Édouard a dit que tu n'allais pas perdre ton travail. Il l'a promis. » Carmen regarda Édouard, incrédule. « Monsieur, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je comprends si vous voulez me laisser partir. Une employée malade ne sert à personne. » Carmen, dit Édouard en se penchant en avant. « Vous avez servi ma maison pendant 8 mois. Vous avez pris soin de ma maison comme si c'était la vôtre. Et votre fille, il jeta un coup d'œil à Sophia, votre fille m'a appris plus sur le courage et la loyauté en 2 jours que je n'en ai appris en 52 ans de vie. » Carmen fronça les sourcils, confuse. « Je ne comprends pas, monsieur. » Édouard lui raconta la visite de Sophia, les cartes qu'elle avait dessinées, comment elle avait essayé de nettoyer le manoir toute seule. À chaque mot, l'expression de Carmen passait de la fierté à l'horreur en réalisant ce que sa fille avait affronté. « Elle a fait ça toute seule, » murmura Carmen en serrant Sophia contre sa poitrine. « Pendant 2 semaines, confirma Édouard. « Carmen, votre fille a 6 ans et a plus de sens des responsabilités que beaucoup d'adultes que je connais. » Carmen se remit à pleurer, mais c'était maintenant des larmes de soulagement et de gratitude. « Sophia, mon amour,
tu n'avais pas à le faire. Si, je devais, maman, dit Sophia, regardant dans les yeux de sa mère. Tu as toujours pris soin de moi. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Édouard observa l'échange entre la mère et la fille, sentant quelque chose de profond bouger dans sa poitrine. C'était l'amour dans sa forme la plus pure, sacrificielle, inconditionnelle, courageux. C'était quelque chose que sa vie de luxe et de pouvoir ne lui avait jamais offert. Carmen, dit-il, je veux que vous vous concentriez uniquement sur votre guérison. Sophia restera avec moi jusqu'à ce que vous soyez rétabli, et quand vous reviendrez, ce sera en tant que superviseur de l'équipe de nettoyage, avec un salaire décent et une assurance maladie complète. Carmen le regarda comme si elle assistait à un miracle. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à le faire, répondit Édouard. C'est le moins que je puisse faire. Mais en quittant l'hôpital cet après-midi-là, Édouard savait qu'il ne le faisait pas seulement par gentillesse. Il le faisait parce que Sophia et Carmen avaient réveillé en lui quelque chose qu'il pensait mort depuis longtemps. La capacité d'aimer inconditionnellement. Au cours de la deuxième semaine depuis l'arrivée de Sophia, Édouard commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de son personnel. Des regards en coin, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand il entrait dans une pièce, une atmosphère tendue qui flottait dans l'air comme un brouillard épais. Pendant des années, il avait maintenu une distance professionnelle avec son équipe. Mais maintenant, avec Sophia courant dans les couloirs et remplissant la maison de rires enfantins, cette dynamique changeait radicalement. La première manifestation directe d'hostilité vint de Ben, le jardinier, qui travaillait sur la propriété depuis 15 ans. Édouard le trouva dans le bureau ce matin-là, un air renfrogné sur le visage, ses mains nerveuses tordant une casquette de baseball usée. « Monsieur Sterling », commença Ben, la voix chargée de malaise. « Je dois vous parler de cette situation. » Édouard leva les yeux des documents qu'il examinait. « Quelle situation, Ben ?»« Cette fille qui vit ici, » dit Ben en évitant son regard. « Le personnel en parle. »« Ce n'est pas correct, monsieur. Un homme célibataire, une gamine sans famille autour. » Édouard sentit son sang bouillir. « Que insinuez-vous exactement ?» Ben se tortilla, mal à l'aise. « Je n'insinue rien, monsieur. Mais les gens parlent, les voisins, les autres employés, ils trouvent ça étrange. Et la fille, monsieur, c'est la fille d'une femme de ménage. Elle ne devrait pas être mêlée à nos vies. » « Nos vies ?» Édouard se leva lentement, sa voix dangereusement basse. « Sophia est une enfant qui a besoin de protection. Sa mère a travaillé pour moi pendant presque 1 an. » « Travaille quand elle n'est pas malade, » marmonna Ben juste assez fort pour qu'Édouard l'entende. « Qu'avez-vous dit ?» Ben prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Carmen a toujours été une source de problèmes. Toujours à trouver des excuses pour s'absenter. Et maintenant, vous laissez une gamine vous manipuler. » Édouard contourna le bureau, s'arrêtant devant Ben. Sa présence imposante fit reculer l'homme. « Ben, vous êtes renvoyé. Prenez vos affaires et quittez ma propriété maintenant. »« Monsieur, j'essayais juste de vous protéger. » protesta Ben, la panique évidente dans sa voix. « Les gens disent des choses terribles. Ils disent que vous avez un intérêt inapproprié pour la fille. » L'accusation frappa Édouard comme un coup de poing à l'estomac. « Comment osez-vous répéter ces saletés ? » ?»« Je n'invente rien, monsieur. C'est ce qui se dit. Roberta de la cuisine, les agents de sécurité. Ils pensent que vous avez perdu la tête. » Édouard sentit une colère froide lui monter le long de la colonne vertébrale. Toute sa vie, il avait bâti une réputation impeccable sur l'intégrité et le professionnalisme. L'idée que son propre personnel propageait des rumeurs sordides sur sa relation avec Sophia était nauséabonde. « Sortez, » dit Édouard, sa voix aussi tranchante que la glace. « Et emportez votre esprit mal placé avec vous. » Ben s'éclipsa, mais Édouard savait que le mal était fait. Si son personnel pensait de cette façon, combien d'autres personnes le faisaient ? La société regardait toujours avec suspicion les hommes célibataires qui s'impliquaient avec des enfants, surtout des enfants de classes sociales différentes. Cet après-midi-là, Roberta, la cuisinière, demanda à lui parler en privé. C'était une femme robuste et directe d'une 50aine d'années, qui travaillait au manoir depuis une décennie. « Monsieur Sterling », commença-t-elle, ses mains nerveuses tripotant son tablier. « J'ai un grand respect pour vous, monsieur, mais je dois parler de cette situation avec la fille. » « Pas vous aussi, Roberta, » soupira Édouard, ressentant une profonde lassitude. « Monsieur, j'ai vu comment Sophia vous regarde. Elle s'attache trop.
Et vous changez aussi. Roberta hésita. Vous avez toujours été un homme contrôlé, concentré sur les affaires. Maintenant, vous jouez avec une enfant, vous lui achetez des cadeaux chers. Édouard fronça les sourcils. Des cadeaux chers? La poupée, les nouvelles robes que Madame Albright a dit que vous aviez achetées, les chaussures de marque. Monsieur, ce n'est pas normal. La fille s'habituera au luxe. Et ensuite, comment retournera-t-elle à sa propre vie? Édouard réalisa qu'il y avait un malentendu, mais il comprit aussi l'inquiétude derrière les mots de Roberta. Il avait en effet commencé à acheter des choses pour Sophia, non par manipulation, mais parce que la voir heureuse déclenchait en lui une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Roberta, dit-il calmement, Sophia n'est pas un caprice passager. Elle et sa mère resteront ici aussi longtemps qu'elles en auront besoin. Mais monsieur, que vont penser les gens? Vous avez une réputation à protéger. Et si quelqu'un appelait les services de protection de l'enfance? Et s'il commençait à enquêter? La mention des services de protection de l'enfance, SPE, glaça le sang d'Édouard. Il n'avait pas envisagé cette possibilité. Sophia vivait avec lui sans aucune documentation officielle, sans autorisation légale. Si quelqu'un signalait la situation, elle pourrait être retirée du manoir et placée dans un foyer. Monsieur, continua Roberta, voyant qu'elle avait touché un point sensible. Je ne dis pas que vous avez de mauvaises intentions, mais l'apparence, un homme riche et célibataire élevant une fille pauvre sans sa mère, ça éveille les soupçons. Édouard s'assit lourdement dans son fauteuil. Roberta avait raison sur les apparences, mais elle avait complètement tort sur ses sentiments. Sophia avait éveillé en lui un instinct paternel qu'il ne savait pas posséder. Pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que signifiait vouloir protéger quelqu'un inconditionnellement. « Que me suggérez-vous de faire ?» demanda Édouard, se détestant d'avoir besoin de cette conversation. Peut-être serait-il préférable de trouver une famille d'accueil convenable pour s'occuper de la fille pendant que sa mère se rétablit, dit doucement Roberta. Une famille avec d'autres enfants où elle se sentirait peut-être plus à sa place. À sa place? Édouard sentit la colère revenir. Sophia est parfaitement à sa place ici. Monsieur, s'il vous plaît, réfléchissez grec. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour elle. Je le sais. Mais peut-être que ce qu'il y a de mieux n'est pas de rester dans un manoir avec un homme qu'elle connaît à peine. Édouard regarda par la fenêtre, voyant Sophia jouer dans le jardin avec la poupée que Madame Albright avait trouvée. Elle avait l'air heureuse, en meilleure santé, plus en sécurité que lorsqu'elle était arrivée. L'idée de l'envoyer ailleurs pour protéger sa propre réputation le remplissait de dégoût. « Roberta, dit-il finalement, j'apprécie votre inquiétude. Mais Sophia reste. » Roberta soupira en secouant la tête. « J'espère que vous ne regretterez pas cette décision, monsieur Sterling. Parfois, faire la bonne chose et faire la chose intelligente sont deux choses différentes. » Quand elle partit, Édouard resta seul avec ses pensées et un terrible pressentiment que les choses allaient devenir beaucoup plus compliquées. Édouard examinait des contrats dans son bureau quand il entendit la sonnette retentir avec insistance. C'était un vendredi ensoleillé, et Sophia était dans la bibliothèque en train de faire des exercices qu'il lui avait achetés, des cahiers d'alphabétisation et de mathématiques de base qui la tenaient occupée pendant qu'il travaillait. Le son de la sonnette lui fit lever la tête, un étrange sentiment de déjà-vu l'envahissant. Madame Albright apparut à la porte du bureau, le visage pâle et inquiet. « Monsieur Sterling, il y a 2 personnes à la porte. Ils disent être des services de protection de l'enfance. » Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les paroles de Roberta résonnèrent dans son esprit comme une malédiction autoréalisatrice. Il se leva lentement, essayant de garder son calme, mais son cœur battait comme un tambour de guerre. « Où est Sophia » demanda-t-il. « Dans la bibliothèque, monsieur. Elle ne sait encore rien. » Édouard prit une profonde inspiration. « Ne la laissez pas savoir pour l'instant. Je vais les voir. » Il se dirigea vers la porte d'entrée à pas mesurés, chacun résonnant dans le manoir comme une condamnation à mort. Quand il ouvrit la porte, il trouva une femme d'âge mûr en tailleur gris et un homme plus jeune tenant un porte-bloc. Tous deux avaient des expressions professionnelles mais sévères. « Monsieur Edward Sterling » demanda la femme en montrant une pièce d'identité. « Je suis Madame Evelyn Reed, assistante sociale au service de protection de l'enfance, et voici mon collègue M. David Chen. Nous avons reçu un signalement concernant une mineure en situation irrégulière dans cette résidence. » Un signalement ? Édouard essaya de garder sa voix stable, mais il sentait la sueur perler sur son front. « Oui, dit M. Chen en consultant son porte-bloc. Sophia Garcia, 6 ans.
Selon le signalement, elle réside ici sans la présence de sa mère et sans autorisation légale appropriée. Édouard sentit une rage sourde monter dans sa poitrine. Quelqu'un de sa propre maison avait passé cet appel. Quelqu'un en qui il avait confiance avait décidé de détruire la seule famille que Sofia connaissait. Sofia est sous ma garde temporaire pendant que sa mère se rétablit à l'hôpital, expliqua Édouard, essayant de paraître calme et rationnel. Nous comprenons la situation, Monsieur Sterling, dit Madame Reed, mais vous devez réaliser qu'il y a des protocoles. Un enfant ne peut pas rester sous la garde d'un non-parent sans autorisation judiciaire appropriée. Et quel serait le protocole correct ? Demanda Édouard, bien qu'il redoutât la réponse. Sofia doit être placée dans une famille d'accueil ou une institution jusqu'à ce que sa mère soit médicalement apte à sortir, expliqua Monsieur Chen. C'est pour sa protection. Sa protection ? Édouard ne put contenir son indignation. Sofia est protégée ici. Elle a de la nourriture, un abri, de l'affection. Monsieur Sterling, interrompit Madame Reed. Nous ne remettons pas en question vos bonnes intentions, mais il y a des questions juridiques en jeu. Nous devons suivre la procédure. À ce moment, Édouard entendit de petits pas derrière lui. Il se tourna et vit Sofia debout dans le couloir, ses grands yeux écarquillés de peur. Elle avait surpris la conversation. « Monsieur Édouard » dit-elle d'une voix tremblante. « Vont-ils m'emmener » Le cœur d'Édouard se brisa à la vue de la terreur sur le visage de Sofia. C'était exactement ce qu'elle craignait le plus, être abandonnée à nouveau, rejetée par des adultes qui décidaient qu'elle était un problème à résoudre. Sofia, retourne à la bibliothèque, dit doucement Édouard. Nous ne faisons que discuter. Mais Sofia ne bougea pas. Au lieu de cela, elle courut vers Édouard et s'agrippa à sa jambe, regardant les assistants sociaux avec la même peur qu'un animal acculé. S'il vous plaît, ne m'emmenez pas, supplia-t-elle, ses mots sortant en sanglots étouffés. Je promets que je serai sage. Je ne causerai aucun problème. S'il vous plaît. Madame Reed s'agenouilla à la hauteur de Sofia, essayant de paraître douce. Bonjour, Sofia. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons trouver une très gentille famille pour s'occuper de toi jusqu'à ce que ta maman aille mieux. Je ne veux pas d'une autre famille, cria Sofia en serrant plus fort la jambe d'Édouard. Je veux rester avec Monsieur Édouard. Il a promis que je pourrais rester. Édouard s'agenouilla à côté de Sofia, une douleur physique dans la poitrine face à son désespoir. Sofia, souviens-toi de ce dont nous avons parlé, de la confiance. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Monsieur Sterling, dit Monsieur Chen, nous comprenons que c'est une situation émotionnelle, mais nous devons suivre la loi. L'enfant ne peut pas rester ici sans la documentation appropriée. Et que faudrait-il pour qu'elle puisse rester ? Demanda Édouard, une idée commençant à se former dans son esprit. Une ordonnance du tribunal pour la garde temporaire, expliqua Madame Reed. Mais cela nécessite un processus juridique complexe, des évaluations psychologiques, des vérifications d'antécédents. Combien de temps prendrait ce processus ? Plusieurs semaines, peut-être des mois. Et même alors, il n'y a aucune garantie d'approbation. Édouard regarda Sofia, qui le fixait avec des yeux remplis de larmes et une confiance désespérée. À cet instant, il prit la décision la plus importante de sa vie. « Alors j'irai au tribunal dès maintenant », dit-il en se relevant, Sofia toujours agrippée à lui. « J'engagerai les meilleurs avocats du pays. Je remuerai ciel et terre pour m'assurer que Sofia reste là où elle veut rester. » Monsieur Sterling, dit Madame Reed. « En attendant, Sofia doit venir avec nous. C'est le protocole. » « Non, » dit Édouard, sa voix remplie d'une détermination qui le surprit lui-même. « Sofia n'ira nulle part tant que je n'aurai pas épuisé toutes les possibilités légales. » Monsieur Chen fronça les sourcils. « Monsieur, refusez-vous de coopérer avec un ordre des services de protection de l'enfance ?» Édouard regarda les deux assistants sociaux, puis Sofia, qui le regardait comme s'il était son seul salut au monde. Et à ce moment-là, il réalisa que ce n'était pas seulement Sofia qui était sauvée. Il était sauvé aussi, d'une vie vide, sans but et sans amour. Je refuse de livrer une enfant qui est heureuse et en sécurité à un système qui ne connaît pas son histoire, dit Édouard. Et si cela signifie une bataille juridique, qu'il en soit ainsi. Madame Reed soupira. Monsieur Sterling, cela pourrait avoir de graves conséquences pour vous. Édouard sourit pour la première fois depuis l'arrivée des assistants sociaux. Madame Reed, pour le bien de Sofia, je suis prêt à faire face à n'importe quelle conséquence. Quand les assistants sociaux partirent,
Promettant de revenir avec une ordonnance du tribunal, Édouard sut que sa vie avait changé pour toujours. Une guerre avait commencé, et il se battrait de toutes ses forces pour la première vraie famille qu'il ait jamais trouvée. Le cabinet d'avocats de Marcus Thorne occupait 2 étages entiers du bâtiment le plus moderne du quartier financier. Édouard avait travaillé avec Marcus sur des dizaines d'acquisitions d'entreprises au fil des ans, mais il n'avait jamais eu besoin de ses services pour quelque chose d'aussi personnel et urgent. Assis dans la salle de conférence avec Sophia à ses côtés, dessinant nerveusement sur un bloc-notes juridique, Édouard sentit le poids d'une responsabilité qui allait bien au-delà des affaires. « Édouard, dit Marcus en fermant un épais dossier de documents juridiques, je dois être honnête avec toi. Les cas de garde temporaire par un non-parent sont extrêmement complexes. Le système est conçu pour protéger les enfants, mais parfois cette protection peut être trop rigide. » Sophia leva les yeux de son dessin, un portrait de la famille qu'ils étaient devenus, elle, Édouard et Carmen, tous souriant sous un soleil jaune vif. « Monsieur Édouard, que signifie garde temporaire ?» Édouard s'agenouilla à côté de la chaise de Sophia, choisissant ses mots avec soin. « Cela signifie que je veux être officiellement responsable de prendre soin de toi jusqu'à ce que ta maman soit complètement rétablie. »« Et s'ils disent non ?» demanda Sophia, sa petite voix remplie de peur. « Alors nous continuerons à nous battre jusqu'à ce qu'ils disent oui, » répondit Édouard, surpris par la conviction de sa propre voix. Marcus s'éclaircit la gorge. « Édouard, il y a quelques problèmes que nous devons aborder. Premièrement, tu es célibataire et sans expérience préalable avec les enfants. Deuxièmement, Sophia vient d'une classe sociale très différente, ce qui soulève des questions de pertinence culturelle. Troisièmement, des rumeurs circulent sur tes motivations. » Édouard sentit la colère monter dans sa poitrine. Quel genre de rumeurs? Rien que nous puissions facilement prouver ou réfuter. Mais l'opposition utilisera tout ce qu'elle pourra. Ils se demanderont pourquoi un millionnaire célibataire de 52 ans veut soudainement s'occuper d'une fillette de 6 ans. Sophia arrêta de dessiner et regarda Édouard avec des yeux inquiets. « Monsieur Édouard, les gens ne m'aiment pas ?» Le cœur d'Édouard se brisa. « Sophia, les gens ne te connaissent pas. S'ils te connaissaient, il serait impossible de ne pas t'aimer. » Marcus continua, consultant ses notes. « Nous avons besoin de témoins qui peuvent attester que Sophia est bien soignée et heureuse ici. Nous avons également besoin de l'approbation de sa mère, ce qui pourrait être délicat. » « Pourquoi serait-ce délicat ?» demanda Édouard. « Parce que Carmen pourrait se sentir obligée d'accepter par gratitude ou par peur de perdre son emploi. Le juge voudra être certain que sa décision est authentique. » Édouard pensa à Carmen, à sa dignité même dans la maladie, à sa fierté blessée quand il lui avait offert de l'aide. Carmen est une femme de caractère. Si elle dit qu'elle me fait confiance avec Sophia, c'est parce qu'elle le pense vraiment. Nous espérons que le juge le verra de cette façon, murmura Marcus. Nous avons également besoin d'évaluation psychologique pour toi et Sophia, d'une inspection du domicile, de vérification des antécédents criminels. Combien de temps cela prendra-t-il ? Demanda Édouard, pensant à la menace des assistants sociaux de revenir avec l'ordonnance du tribunal. Si nous nous dépêchons, peut-être 2 semaines. Mais Édouard, je veux que tu comprennes. Il y a une réelle possibilité que nous perdions cette affaire. Sophia laissa tomber son crayon et se tourna vers Édouard. Si nous perdons, j'irai à l'orphelinat ? Édouard la prit sur ses genoux, sentant la petitesse et la fragilité de ce corps qui portait tant de courage. Sophia, tu te souviens de l'histoire que nous avons lue hier soir sur le chevalier qui a combattu le dragon ? Sophia hocha la tête. Il n'a pas abandonné, même quand tout le monde disait que c'était impossible. Exactement. Et sais-tu pourquoi il n'a pas abandonné ? Parce qu'il aimait la princesse, répondit Sophia. Édouard sentit ses yeux se remplir de larmes. Parce qu'il aimait la princesse, et je n'abandonnerai jamais pour toi, Sophia, jamais. Marcus observa l'interaction avec une expression pensive. Édouard, puis-je te poser une question personnelle ? Pourquoi est-ce si important pour toi ? Édouard regarda Sophia, puis le dessin qu'elle avait fait. Sur le papier, ils se tenaient tous les 3 par la main, entourés de fleurs et de papillons. C'était la vision d'une famille qu'il n'avait jamais su vouloir jusqu'à ce qu'il la trouve. Marcus, j'ai passé 52 ans à construire un empire commercial, à accumuler des richesses, à gagner le respect, mais je n'ai jamais su ce que c'était que ma vie compte vraiment pour quelqu'un. Il regarda Sophia, qui écoutait attentivement. Sophia m'a appris qu'il y a quelque chose de plus précieux que tout l'argent du monde. Elle m'a appris ce qu'est l'amour inconditionnel. Sophia sourit et embrassa la joue d'Édouard.
Je t'aime aussi, monsieur Edouard. Marcus se leva, une nouvelle détermination dans les yeux. D'accord, nous nous battons. Je vais mobiliser toute l'équipe. Nous travaillerons jour et nuit s'il le faut. En quittant le cabinet d'avocat, Edouard se sentit comme un général partant en guerre. Mais cette fois, il ne se battait pas pour des profits ou des territoires d'entreprise. Il se battait pour quelque chose d'infiniment plus précieux, le droit de protéger et d'aimer une enfant qui avait transformé sa vie. « Monsieur Edouard », dit Sophia alors qu'il marchait vers la voiture. « Si nous gagnons, seras-tu mon vrai papa ?» Edouard s'arrêta au milieu du trottoir, l'impact de ces mots le frappant comme un éclair. « Papa !» Il n'y avait jamais pensé de cette façon. Mais c'était exactement ce qu'il était en train de devenir. « Sophia », dit-il en s'agenouillant sur le trottoir bondé. « Si nous gagnons, je serai tout ce dont tu as besoin que je sois. » Sophia le serra fort dans ses bras, et Edouard sut que, quel que soit le résultat de la bataille juridique, elle avait déjà gagné son cœur pour toujours. Le téléphone sonna à 4 heures du matin, déchirant le silence du manoir comme une sirène d'urgence. Edouard se réveilla instantanément, le cœur battant la chamade avant même de répondre. Les appels à cette heure n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Monsieur Sterling. La voix du docteur Miller, le médecin responsable des soins de Carmen, était tendue. Vous devez venir à l'hôpital immédiatement. L'état de Madame Garcia s'est considérablement détérioré pendant la nuit. Edouard sentit le monde vaciller autour de lui. Que s'est-il passé? Une pneumonie. Son système immunitaire a été gravement affaibli par la tuberculose. Elle est maintenant en soins intensifs, dans un état critique. Edouard raccrocha avec des mains tremblantes. Carmen pouvait mourir. La prise de conscience le frappa comme un coup de poing à l'estomac, non seulement pour la femme courageuse qu'il avait appris à respecter, mais pour ce que sa mort signifierait pour Sophia. Comment expliquer à une enfant de 6 ans qu'elle pourrait perdre la seule famille qu'elle ait jamais connue? Il monta silencieusement les escaliers jusqu'à la chambre de Sophia. Elle dormait paisiblement, serrant la poupée de chiffon, ses cheveux étalés sur l'oreiller comme un halo sombre. Edouard la regarda un instant, se demandant comment la protéger de cette nouvelle douleur. « Sophia », murmura-t-il doucement en lui touchant l'épaule. « Réveille-toi, ma chérie. » Les yeux de Sophia s'ouvrirent, encore ensommeillés. « Monsieur Edouard, quelle heure est-il? » « Il est tôt, mais nous devons aller voir ta maman. Elle ne se sent pas très bien. » Sophia s'assit instantanément, toute somnolence disparut. « Elle va plus mal ?» Edouard hésita. Sophia méritait la vérité. Mais comment pouvait-il annoncer une nouvelle aussi dévastatrice à une enfant? Elle est un peu plus malade, oui, mais les médecins prennent bien soin d'elle. Sophia l'étudia avec ses grands yeux perspicaces qui semblaient voir à travers son âme. « Monsieur Edouard, est-ce que tu me mens pour me protéger ?» La question le surprit. Sophia avait développé une intuition étrange pour les émotions des adultes qui l'entouraient. « Je ne te mens pas, Sophia, mais je suis inquiet. » Est-ce qu'elle pourrait mourir? La question sortit dans un murmure, comme si Sophia craignait que le dire à voix haute puisse le rendre réel. Edouard s'assit sur le lit et prit Sophia dans ses bras. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je sais que ta maman est très forte, et elle se bat pour revenir vers toi. » Sophia se mit à pleurer en silence, les larmes coulant sur son visage sans un seul sanglot. C'était un chagrin trop mûr pour une enfant. Une compréhension de la mortalité qu'elle ne devrait pas avoir à affronter. « Si elle meurt, je serai de nouveau toute seule ?» demanda Sophia. Edouard sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Sophia, écoute-moi très attentivement. Tu ne seras plus jamais, jamais seule. Je te le promets. Mais si les gens des SPE m'emmènent quand ils apprendront que maman est morte ?» Edouard réalisa que Sophia avait parfaitement compris la complexité de sa situation. Sans Carmen, la bataille juridique pour la tutelle deviendrait encore plus compliquée. Une enfant orpheline de ses 2 parents serait automatiquement dirigée vers l'adoption ou le système de famille d'accueil. « Sophia, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « S'il arrive quoi que ce soit à ta mère, je t'adopterai officiellement. Tu seras ma vraie fille pour toujours. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse y réfléchir. Mais à l'instant où il les prononça, Edouard sut qu'ils étaient absolument vrais. Sophia était devenue sa fille dans son cœur bien avant que tout document légal ne puisse le confirmer. Sophia arrêta de pleurer et le regarda avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. « Pour de vrai? Tu serais mon papa? » « Pour de vrai, » confirma Edouard. « Est-ce que tu veux ça ?» Sophia le serra dans ses bras avec une force à lui couper le souffle. «
J'ai toujours voulu un papa qui m'aime vraiment. À l'hôpital, ils trouvèrent Carmen inconsciente, entourée de tubes et de moniteurs qui bipaient sans relâche. Sa respiration était laborieuse, assistée par des machines, et sa peau avait une pâleur grisâtre qui alarma Édouard. Sophia s'approcha du lit à pas hésitants. « Maman, murmura-t-elle. C'est Sophia. Je suis venu te voir. » Le docteur Miller attira Édouard dans un coin de la pièce. « Monsieur Sterling, je dois être direct. La situation est critique. Carmen doit être transférée dans un hôpital privé avec une unité de soins intensifs plus avancée si nous voulons maximiser ses chances. Faites le transfert immédiatement, dit Édouard sans hésitation. Il y a un problème. Son assurance maladie ne couvre pas ce niveau de traitement et l'hôpital privé exige un acompte de 50 000 $ avant d'accepter le transfert. Édouard ne s'y a même pas. Ce n'est pas un problème. Je vais virer l'argent tout de suite. Le docteur Miller parut soulagé. Monsieur, il y a encore une chose. Carmen n'a pas les documents adéquats pour les procédures médicales avancées. Elle a toujours évité les hôpitaux en raison de sa situation financière, il y a donc des lacunes dans son dossier médical. Édouard fronça les sourcils. Quel genre de documents? Un historique médical complet, des résultats de tests antérieurs, des documents d'identité à jour pour les traitements coûteux. Les hôpitaux privés sont très stricts sur la paperasse. Édouard réalisa que la pauvreté de Carmen avait créé une barrière bureaucratique qui pouvait lui coûter la vie. Des gens comme elle vivaient en marge du système, invisibles, jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'une aide qu'ils ne pouvaient pas se permettre. « Docteur, dit Édouard, je m'occuperai de toutes ces questions. Je veux que Carmen ait le meilleur traitement disponible, quel que soit le coût ou la bureaucratie. » Quand ils retournèrent dans la chambre, Sophia tenait la main de Carmen, lui murmurant des histoires sur sa vie au manoir. « Maman, Monsieur Édouard m'a appris à jouer aux échecs, et il y a une immense bibliothèque avec des livres sur les princesses. » Édouard regarda Sophia essayer de réveiller sa mère avec des histoires de bonheur, et il réalisa que cet enfant faisait face à la possibilité de tout perdre avec un courage qu'il pouvait à peine comprendre. « Sophia, dit-il doucement, ta mère t'entend. Continue de lui raconter des histoires. » Et tandis que Sophia parlait de jardins pleins de fleurs et de pièces aux fenêtres immenses, Édouard fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive à Carmen, Sophia ne connaîtrait plus jamais l'abandon. Alors que Carmen luttait pour sa vie dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital privé, Édouard découvrit une facette de Sophia qui le laissa totalement impressionné. Pendant la 3e semaine d'attente angoissante, il trouva la fillette dans la bibliothèque du manoir, non seulement en train de lire, mais de prendre des notes complexes dans un carnet. « Sophia, que fais-tu » demanda Édouard, s'asseyant à côté d'elle dans le fauteuil en cuir. « Je calcule combien ça coûte de prendre soin de maman, » répondit-elle sérieusement, lui montrant des pages remplies de chiffres organisés en colonnes. « Vous avez dépensé beaucoup d'argent pour elle, n'est-ce pas » Édouard examina le carnet avec un étonnement croissant. Sophia avait méticuleusement listé chaque dépense qu'elle avait réussi à observer. Le coût de l'ambulance privée, les médicaments coûteux, les frais journaliers de l'USI. Plus impressionnant encore, elle avait fait des estimations étonnamment précises des coûts. « Sophia, comment as-tu appris à faire ce genre de calcul ?» « Maman m'a appris à additionner et à soustraire quand j'étais petite, » expliqua Sophia. Elle disait que je devais savoir comment gérer l'argent parce que nous ne sommes que toutes les deux. Puis j'ai appris plus par moi-même, en regardant les journaux et les magazines que les gens jetaient. Édouard tourna les pages du carnet, découvrant des exercices de mathématiques que Sophia avait créés pour elle-même. Elle résolvait des problèmes de multiplication et de division, normalement enseignés aux enfants de 10 ou 11 ans. « Sophia, es-tu déjà allée à l'école ?» Maman a essayé de m'inscrire l'année dernière, mais l'école publique près de chez nous était pleine. Ils ont dit que je devais attendre une place. Sophia se mordit la lèvre. Maman était très triste parce qu'elle n'avait pas d'argent pour une école privée. Édouard ressentit un mélange d'admiration et d'indignation. Sophia était clairement une enfant douée avec une intelligence extraordinaire qui était gaspillée par manque d'opportunités. Combien d'autres enfants comme elle étaient là, perdus dans un système qui ne reconnaissait pas leur potentiel? « Aimerais-tu aller dans une vraie école » demanda Édouard. Les yeux de Sophia s'illuminèrent. « Beaucoup. Maman a toujours dit que l'éducation est le seul moyen d'avoir une vie meilleure. » Mais son expression s'assombrit. « L'école, c'est pour les enfants qui ont des familles normales. » Sophia, tu as une famille normale. Tu as ta mère et maintenant tu m'as moi. Sophia le regarda avec cette intensité qui le surprenait toujours. « Monsieur,
je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous pas de famille? Un homme bon comme vous devrait avoir une femme et des enfants. La question frappa Édouard comme une flèche. Comment pouvait-il expliquer à une enfant de 6 ans qu'il avait passé toute sa vie à fuir les engagements émotionnels, à construire des murs autour de son cœur? J'ai toujours pensé que je n'avais pas besoin de famille, dit honnêtement Édouard. Je pensais que mon travail suffisait. Et maintenant? Édouard sourit en touchant le visage de Sophia. Maintenant, je sais que j'avais tort. La famille est la chose la plus importante au monde. Sophia reporta son attention sur le carnet. Monsieur Édouard, j'ai calculé que vous avez déjà dépensé plus de 100 000 $ pour maman. Comment allons-nous vous rembourser? Édouard fut choqué par la précision de son calcul. Sophia avait réussi à estimer les coûts médicaux avec une précision stupéfiante. Sophia, tu n'as pas à t'inquiéter de ça. L'argent est fait pour être utilisé quand les gens que nous aimons en ont besoin. Mais c'est tellement d'argent, insista Sophia. Maman a toujours dit que nous ne devrions pas accepter des choses que nous ne pouvons pas rembourser. Édouard réalisa qu'il faisait face à un dilemme délicat. Carmen avait élevé Sophia avec un sens de la dignité et de l'indépendance qui était admirable, mais qui la faisait aussi se sentir coupable d'accepter de l'aide. Sophia, sais-tu ce qu'est un investissement? Sophia secoua la tête. C'est quand tu dépenses de l'argent en espérant que quelque chose de bien se produise à l'avenir. Je ne dépense pas d'argent pour ta mère en attendant que vous me remboursiez. J'investis dans notre famille. Sophia fronça les sourcils, réfléchissant. Comment ça? Ta mère va aller mieux et continuer à s'épanouir. Tu vas aller à l'école et devenir une personne très intelligente et pleine de succès. Et moi, j'aurai une famille qui m'aime. C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait de ma vie. Sophia sourit mais avait toujours l'air inquiète. Et si je ne suis pas assez intelligente? Et si je te déçois? Édouard prit Sophia sur ses genoux, sentant le poids de sa responsabilité. Cet enfant extraordinaire était si habituée au rejet qu'elle ne pouvait pas croire que quelqu'un la valorisait inconditionnellement. Sophia, tu es déjà la personne la plus intelligente et la plus courageuse que je connaisse. À 6 ans, tu t'es occupée de toi pendant 2 semaines, tu as essayé de protéger le travail de ta mère, et maintenant tu calcules des factures médicales complexes. Tu ne pourrais jamais me décevoir. Promis? Promis. Et tu sais ce que je promets d'autre? Je vais t'inscrire dans la meilleure école de la ville. Tu auras des professeurs qui reconnaîtront ton intelligence, autant de livres que tu veux, et toutes les opportunités que tu mérites. Sophia le serra fort dans ses bras. Merci de croire en moi, monsieur Édouard. Cette nuit-là, Édouard appela Marcus, son avocat. Marcus, en plus de la tutelle temporaire, je veux préparer les papiers pour une adoption officielle, et je veux créer un fonds d'éducation pour Sophia. Es-tu sûr? L'adoption est un engagement permanent. Je suis absolument sûr, interrompit Édouard. Sophia n'est pas seulement une enfant que j'aide. C'est ma fille. Quand il raccrocha le téléphone, Édouard regarda par la fenêtre de son bureau et vit Sophia dans le jardin, lisant un livre sous la lueur d'un lampadaire. Elle avait trouvé un moyen de continuer à apprendre, même dans le noir, poussée par une soif de connaissances impossible à ignorer. Édouard sourit, réalisant qu'il ne sauvait pas seulement Sophia. Elle le sauvait, lui montrant que le vrai succès ne se mesurait pas en argent ou en pouvoir, mais dans la capacité à nourrir et à protéger ceux que l'on aime. Au cours de la 4e semaine depuis l'arrivée de Sophia au manoir, Carmen se réveilla enfin de la sédation profonde qui l'avait maintenue inconsciente pendant 10 jours. Édouard reçut l'appel du docteur Miller au milieu d'une réunion avec le psychologue qui évaluait son aptitude à obtenir la tutelle de Sophia. Il s'excusa brusquement et se précipita à l'hôpital, emmenant Sophia avec lui. Quand ils entrèrent dans la chambre de l'USI, Carmen était assise dans son lit, encore fragile et reliée à quelques tubes. Mais ses yeux étaient alertes et concentrés. Son visage s'illumina quand elle vit Sophia, mais quand ses yeux se posèrent sur Édouard, son expression se mua en quelque chose de plus complexe, de la gratitude mêlée à une sorte de honte fière. « Maman !» Sophia courut vers le lit, mais s'arrêta juste avant de la serrer dans ses bras, prudente à cause du matériel médical. « Mon amour !» murmura Carmen, la voix encore faible. « Tu vas bien? Tu prends bien soin de toi ?» Sophia hocha vigoureusement la tête. « Monsieur Édouard s'occupe de moi. Il est très bon, maman. Il m'a donné des livres, m'a appris à jouer aux échecs, et... » Elle s'interrompit, remarquant la tension sur le visage de sa mère. Carmen regarda Édouard par-dessus la tête de Sophia. « Monsieur Sterling,
je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. Les médecins m'ont parlé de l'hôpital privé, de toutes les dépenses. Carmen, interrompit doucement Édouard. Vous n'avez pas à me remercier. Je suis juste heureux que vous alliez mieux. Mais si, dit Carmen en essayant de se redresser. Vous m'avez sauvé la vie. Et vous vous êtes occupé de Sofia quand je ne le pouvais pas. Sa voix se brisa et des larmes commencèrent à couler sur son visage. J'ai échoué en tant que mère. J'ai laissé ma fille seule, sans protection. Sofia grimpa prudemment sur le lit et se blottit contre sa mère. Maman, tu n'as pas échoué. Tu es tombée malade, mais ce n'est pas de ta faute. Édouard rapprocha une chaise du lit. Pendant les semaines de veille, il avait beaucoup réfléchi à cette conversation, sachant que ce serait l'un des moments les plus importants de leur vie. Carmen, dit-il, je dois vous parler de Sofia. Carmen se tendit, son instinct maternel en alerte maximale face à un danger quelconque. Que s'est-il passé? A-t-elle fait quelque chose de mal? Au contraire, sourit Édouard. Sofia est extraordinaire. Mais il y a eu quelques complications juridiques. Édouard lui raconta la visite des SPE, la bataille juridique pour la tutelle temporaire, les rumeurs malveillantes répandues par son personnel. À chaque mot, le visage de Carmen devenait plus pâle. Monsieur Sterling, dit-elle quand il eut fini, vous n'avez pas à faire ça. Je comprends que la situation soit devenue compliquée. Quand je sortirai, je prendrai Sofia et nous partirons. Nous ne voulons pas causer plus de problèmes. La réponse frappa Édouard comme une gifle. Même après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, Carmen se voyait toujours comme une intruse, une employée qui avait outrepassé ses droits. Carmen, dit-il, la voix chargée d'émotion. Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas que Sofia parte. Je veux l'adopter officiellement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Carmen dévisagea Édouard comme s'il avait parlé une langue étrangère. Adopter, répéta-t-elle, la voix faible. Maman, dit Sofia, les yeux brillants d'excitation. Monsieur Édouard veut être mon vrai papa. Carmen se tourna vers sa fille, puis de nouveau vers Édouard. Monsieur, vous ne pouvez pas être sérieux. Sofia, nous sommes des gens simples. Vous êtes un homme important, riche. Pourquoi voudriez-vous? Parce que Sofia a changé ma vie, interrompit Édouard. Parce qu'elle m'a appris ce qu'est l'amour inconditionnel. Parce que quand je la regarde, je vois la fille que je n'ai jamais su que je voulais. Carmen se mit à pleurer à nouveau, mais c'était maintenant des larmes d'une douleur plus profonde. Monsieur Sterling, j'apprécie votre gentillesse, mais je ne peux pas accepter ça. Édouard sentit son cœur se serrer. Pourquoi? Parce que ce ne serait pas juste pour Sofia, dit Carmen, sa voix gagnant en force. Vous êtes célibataire, sans expérience avec les enfants. Sofia mérite une vraie famille, avec une mère et un père, avec des enfants de son âge. Carmen, dit fermement Édouard, regardez votre fille. Est-elle heureuse? Carmen regarda Sofia qui l'observait avec un mélange d'espoir et de peur. Elle est? Est-elle en bonne santé, bien soignée, aimée? Oui, mais... Alors pourquoi refuseriez-vous une chance de lui donner tout ce que vous avez toujours voulu pour elle? L'éducation, les opportunités, la sécurité. Carmen ferma les yeux, menant une bataille interne dévastatrice. Parce que j'ai peur que ce soit de la charité. J'ai peur qu'un jour vous vous lassiez de nous et que vous nous renvoyiez. J'ai peur que Sofia s'habitue à une vie qui n'est pas la sienne de droit. Édouard réalisa qu'il faisait face au troisième tournant majeur. Carmen ne rejetait pas sa proposition par ingratitude, mais par une fierté blessée et une peur profondément enracinée de construire des attentes qui pourraient être brisées. Carmen, dit-il en se levant et en s'agenouillant à côté du lit, regardez-moi dans les yeux. Ce n'est pas de la charité. Sofia n'est pas un projet caritatif. Elle est ma fille dans mon cœur, et vous êtes la femme courageuse qui l'a élevée. Vous êtes ma famille. Et si vous changez d'avis, murmura Carmen. Et si je meurs demain? Rétorqua Édouard. Et si une météorite frappe la Terre? Carmen, nous ne pouvons pas vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Nous ne pouvons vivre qu'avec l'amour pour ce que nous avons maintenant. Sofia regarda sa mère avec ses grands yeux sages. Maman, Monsieur Édouard a promis qu'il ne m'abandonnerait jamais, et je le crois. Carmen regarda sa fille, puis Édouard, puis de nouveau Sofia. Tu veux vraiment ça, mon amour? Beaucoup, répondit Sofia. Je veux être sa vraie fille, et je veux que tu sois heureuse aussi. Carmen ferma les yeux un long moment. Quand elle les rouvrit, elle avait pris une décision qui changerait toute leur vie pour toujours.
Monsieur Sterling, dit-elle, si vous promettez que vous aimerez Sophia comme si elle était votre propre chair et votre propre sang. Je le promets, dit Edward sans hésitation. Alors j'accepte votre proposition. Sophia poussa un cri de joie et serra dans ses bras sa mère et Edward simultanément. Et à cet instant, dans une unité de soins intensifs d'un hôpital, une famille improbable était enfin complète. L'audience pour la tutelle temporaire était prévue pour un vendredi pluvieux, exactement 5 semaines après l'après-midi qui avait tout changé. Edward portait son plus beau costume, mais ses mains tremblaient en ajustant sa cravate. Sophia se tenait à côté de lui, vêtue d'une robe bleue que Madame Albright avait achetée spécialement pour l'occasion, ses cheveux en 2 nattes soignés. « Monsieur Edward, dit Sophia alors qu'il traversait les couloirs du palais de justice. Si le juge dit non, allez-vous m'abandonner » Edward s'arrêta et s'agenouilla devant elle, ignorant les regards curieux des passants. « Sophia, écoute-moi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je ne t'abandonnerai jamais. Si nous perdons, nous ferons appel. Si nous faisons appel et perdons, nous essaierons à nouveau. Je me battrai pour toi jusqu'à mon dernier jour sur cette terre. » Sophia sourit, mais Edward pouvait voir la peur dans ses yeux. Au cours des dernières semaines, ils étaient devenus inséparables. Sophia l'accompagnait aux réunions avec les avocats, s'asseyait tranquillement pendant les conférences téléphoniques et dessinait pendant qu'il travaillait dans son bureau. Ils avaient développé une routine père-fille à la fois naturelle et précieuse. La salle d'audience était intimidante avec ses boiseries sombres et son air solennel qui faisait écho même au chuchotement. Edward s'assit avec Marcus à la table du demandeur, tandis que Sophia restait dans la galerie avec Carmen, qui était sortie de l'hôpital 2 jours plus tôt, encore fragile mais déterminée à être là. Le juge Henry Monroe entra, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse qui ne trahissait rien. Edward s'était renseigné sur lui. Il était connu pour être minutieux mais juste, surtout dans les affaires impliquant des enfants. « Monsieur Edward Sterling », commença le juge en consultant un épais dossier. « Vous demandez la tutelle temporaire de la mineure Sofia Garcia, 6 ans, fille de Carmen Garcia, votre employée. Est-ce exact ?»« Oui, votre honneur, » répondit Edward, la voix ferme malgré ses nerfs. « Maître Thorne, » s'adressa le juge à Marcus. « Présentez le cas de votre client. » Marcus se leva, organisant ses papiers. Pendant l'heure suivante, il présenta méticuleusement le dossier d'Edward, les évaluations psychologiques impeccables, les recommandations d'experts en développement de l'enfant et les témoignages sur le bien-être de Sophia au manoir. Puis ce fut le tour du procureur, Ada Beatrice Ross, une femme d'une 40aine d'années représentant l'intérêt de l'État à protéger Sophia. « Votre honneur, » commença-t-elle, bien que nous reconnaissions les bonnes intentions de M. Sterling, nous avons des inquiétudes concernant cette tutelle. Premièrement, le demandeur est célibataire et sans expérience préalable avec les enfants. Deuxièmement, il existe une disparité socio-économique importante entre les parties qui pourrait créer une dépendance néfaste. Troisièmement, nous avons reçu des signalements anonymes remettant en question les motivations du demandeur. Edward sentit la colère monter en lui à la mention des signalements anonymes, sachant qu'ils provenaient du personnel qui l'avait licencié. De plus, poursuivit le procureur, nous avons des familles d'accueil spécialisées qui seraient mieux adaptées pour s'occuper de la mineure pendant que sa mère se rétablit complètement. Le juge se tourna vers Edward. « Monsieur Sterling, pourquoi pensez-vous qu'il serait préférable pour Sophia de rester sous votre garde plutôt que d'être placée dans une famille d'accueil ?» Edward se leva, sentant tout le poids de sa responsabilité. Tout ce qui s'était passé au cours des 5 dernières semaines dépendait de sa réponse. « Votre honneur, » commença-t-il, « il y a 5 semaines, j'étais un homme complètement différent. Je vivais isolé dans mon manoir, concentré uniquement sur les affaires, sans comprendre ce que signifiait l'amour inconditionnel. Quand Sophia a frappé à ma porte cet après-midi pluvieux, elle ne demandait pas seulement de l'aide. Elle m'offrait une chance de rédemption. » Edward regarda Sophia, qui l'observait avec des yeux remplis de larmes. « Sophia m'a appris qu'être père n'est pas une question d'expérience ou de préparation. C'est être prêt à tout sacrifier pour le bien-être d'un enfant. C'est un amour qui ne dépend pas de la réciprocité ou des attentes. » « Et la question de la disparité socio-économique ?» demanda le juge. « Votre honneur, Sophia vient d'une famille aux ressources limitées mais aux valeurs illimitées. Sa mère l'a élevée avec dignité, courage et compassion. Je peux offrir à Sophia des opportunités éducatives et matérielles, mais elle m'offre quelque chose de bien plus précieux, la chance d'être un père, d'avoir une famille, de découvrir mon véritable but dans la vie. » Edward prit une profonde inspiration.
Je sais qu'il existe des familles spécialisées qui pourraient techniquement s'occuper de Sophia de manière adéquate. Mais je n'offre pas seulement des soins techniques. J'offre un foyer où elle est aimée inconditionnellement, où son intelligence extraordinaire est reconnue et nourrie, où son courage est célébré chaque jour. Le juge se tourna vers Sophia. Sophia, aimerais-tu parler? Sophia se leva, ses petites jambes touchant à peine le sol. Puis-je, votre honneur? Bien sûr, ma chère. Sophia se dirigea vers l'avant de la salle d'audience, sa voix claire résonnant dans la pièce silencieuse. Votre honneur, je sais que je suis petite, mais je sais ce que l'on ressent quand on est vraiment aimé. Monsieur Edouard ne m'aime pas parce qu'il le doit. Il m'aime parce qu'il a choisi de m'aimer. Les mots de Sophia fendirent le silence comme une lame de pure vérité. J'ai vécu avec d'autres personnes avant qui disaient qu'elles prendraient soin de moi, mais elles m'ont renvoyé quand elles ont appris que ma maman tombait malade parfois. Monsieur Edouard ne m'a pas renvoyé. Il se bat pour moi tous les jours. Edouard sentit des larmes couler sur son visage. L'éloquence et la maturité de Sophia étaient stupéfiantes, mais c'était la sincérité pure de ses paroles qui toucha toutes les personnes présentes. Votre honneur, continua Sophia, je sais qu'une fille comme moi n'est pas censée vivre dans un grand manoir, mais monsieur Edouard a fait de cette maison un foyer, et je l'ai fait devenir un papa. Nous ne voulons pas être séparés. Le juge s'éclaircit la gorge, visiblement ému. Merci, Sophia. Vous pouvez retourner à votre place. Après une pause qui sembla durer une éternité, le juge frappa de son marteau. La tutelle temporaire est accordée. Monsieur Edward Sterling est autorisé à conserver la garde de Sophia Garcia pour les 6 prochains mois, au cours desquels des évaluations périodiques seront menées pour déterminer la faisabilité d'une adoption permanente. La pièce éclata en larmes de soulagement. Sophia courut vers Edward, qui la souleva dans ses bras, la faisant tourner en l'air alors qu'ils pleuraient tous les deux de bonheur. Carmen s'approcha, les serrant tous les deux dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle à Edward, d'avoir sauvé ma fille, de nous avoir sauvés. » Edward regarda sa nouvelle famille, imparfaite, improvisée, mais absolument parfaite dans leur amour mutuel. Il y a 5 semaines, il était un homme qui avait tout et rien. Maintenant, il comprenait enfin la différence entre le succès et l'épanouissement. « Non, dit-il à Carmen, merci de m'avoir laissé vous sauver. Car à la fin, c'est vous qui m'avez sauvé. » 6 mois après l'audience, Edward était dans son bureau en train d'examiner les dernières réformes qu'il avait mises en œuvre dans son entreprise lorsque Marcus arriva avec un dossier de documents et un sourire qu'il ne pouvait cacher. « Edward, annonça-t-il, j'ai de bonnes nouvelles. Le juge a approuvé l'adoption permanente. Sophia est officiellement ta fille. » Edward ferma les yeux. Une vague de soulagement et de gratitude l'envahit, menaçant de le faire tomber. 6 mois d'évaluation périodique, de visites d'assistants sociaux, de rapports psychologiques et d'anxiété constante étaient enfin terminés. « Quand puis-je avoir les documents » demanda Edward. « Ils sont juste ici, dit Marcus en tendant le dossier. Nouveau certificat de naissance avec toi comme père. Sophia Garcia Sterling, ça sonne bien, non? Edward tenait les documents avec des mains tremblantes. Sophia Garcia Sterling, sa fille, officiellement, légalement, pour toujours. Il y a encore une chose, continua Marcus. Carmen a signé les papiers, renonçant à ses droits parentaux, mais conservant un droit de visite illimité. Elle a dit qu'elle voulait que Sophia ait la meilleure vie possible, même si cela signifie qu'elle n'est plus la tutrice légale. Edward hocha la tête. Au cours des derniers mois, Carmen s'était installée dans une nouvelle vie. Il l'avait promue à un poste de superviseur général dans son entreprise, avec un salaire qui la sortait définitivement de la pauvreté. Elle vivait dans un appartement confortable à 10 minutes du manoir et rendait visite à Sophia tous les jours après le travail. « Papa !» La voix de Sophia résonna dans le couloir avant qu'elle n'entre en courant dans le bureau. Au cours des derniers mois, elle avait commencé à l'appeler papa naturellement, et Edward ne se lassait jamais d'entendre ce mot. « Salut, ma chérie », dit Edward en ouvrant les bras pour l'accueillir. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Sophia avait été inscrite dans la meilleure école privée de la ville, où ses professeurs étaient stupéfaits par son intelligence exceptionnelle. Elle s'était non seulement adaptée rapidement à l'environnement académique, mais s'était également distinguée comme l'une des élèves les plus brillantes de sa classe. C'était super. Ma maîtresse a dit que je peux sauter une classe si je veux, dit Sophia avec enthousiasme. Mais je lui ai dit que j'y réfléchirais parce que j'aime mes amis dans ma classe actuelle. Edward sourit. Sophia avait développé une maturité émotionnelle impressionnante, équilibrant son intelligence académique avec une sagesse sociale naturelle.
Sophia, dit Édouard, j'ai une surprise pour toi. Il lui montra les papiers d'adoption. Sophia les lut attentivement, son expression devenant plus émotive à chaque mot. Est-ce que ça veut dire que tu es mon vrai papa maintenant? Demanda-t-elle. Pour toujours, confirma Édouard. Sophia le serra fort dans ses bras. Merci de ne pas m'avoir abandonné, papa. Ce soir-là, Édouard organisa un dîner spécial pour célébrer l'adoption officielle. Carmen arriva à 19h, portant un gâteau qu'elle avait fait pour l'occasion. Madame Albright, qui était devenue une figure maternelle pour Sophia, prépara le plat préféré de la fillette. Même Marcus était invité, ainsi que le docteur Miller, le médecin qui avait sauvé la vie de Carmen. Pendant le dîner, Édouard regarda autour de la table et s'émerveilla de la famille improbable qu'ils avaient créée. Carmen, la femme courageuse qui avait tout sacrifié pour sa fille. Sophia, l'enfant extraordinaire qui avait transformé sa vie. Madame Albright, qui avait embrassé la nouvelle dynamique de la maison avec une affection maternelle. Marcus, qui s'était battu sans relâche pour eux au tribunal. J'aimerais porter un toast, dit Édouard en se levant avec un verre de jus de raisin. Sophia avait insisté pour que toute la famille boive la même chose. Il y a 7 mois, j'étais un homme qui avait tout matériellement, mais rien émotionnellement. Je vivais dans un manoir qui n'était qu'une maison vide, je dirigeais une entreprise qui n'était que des chiffres sur une feuille de calcul. Édouard regarda Sophia, qui l'observait avec ses grands yeux attentifs. Puis une courageuse petite fille a frappé à ma porte un après-midi pluvieux et tout a changé. Elle ne m'a pas seulement appris ce que c'est que d'être un père. Elle m'a appris ce que c'est que d'être humain. Carmen essuya une larme de sa joue. Monsieur. Carmen, interrompit Édouard. S'il vous plaît, appelez-moi Édouard. Nous sommes une famille maintenant. Carmen sourit. Édouard, merci d'avoir vu en Sophia ce que j'ai toujours su qu'il y avait. De lui avoir donné des opportunités que je n'aurais jamais pu lui offrir. Et merci d'avoir élevé une fille aussi extraordinaire, répondit Édouard. Sophia est ce qu'elle est grâce à vous, Carmen. Son courage, son intelligence, sa compassion, tout cela vient de l'éducation que vous lui avez donnée. Sophia se leva sur sa chaise. Je peux parler aussi? Tout le monde rit et hocha la tête. Je veux remercier tout le monde de m'avoir montré que la famille, ce n'est pas seulement les gens avec qui on est, dit Sophia, la voix claire et ferme. La famille, c'est ceux qui choisissent de rester ensemble, même quand c'est difficile. Édouard sentit son cœur se gonfler de fierté. À 7 ans, Sophia avait articulé une vérité profonde sur l'amour et l'engagement. Et je veux remercier tout particulièrement mon papa, continua Sophia en regardant Édouard, de m'avoir appris que je méritais d'être aimée. Et maman Carmen, de m'avoir appris à être forte. Édouard leva son verre. À notre famille. Imparfaite, improvisée, mais absolument parfaite dans son amour. À notre famille, répéta tout le monde à l'unisson. Plus tard dans la nuit, après que Carmen soit rentrée chez elle et que Madame Albright se soit retirée, Édouard couchait Sophia lorsqu'elle posa une question qui le surprit. « Papa, penses-tu que tout est arrivé pour une raison ?» Édouard réfléchit un instant. « Que veux-tu dire ?»« Maman qui tombe malade, moi qui dois te trouver, les gens des SPE qui essaient de nous séparer. Penses-tu que tout ça devait arriver pour que nous devenions une famille ?» Édouard s'assit sur le bord du lit, frappé par la profondeur de la question de Sophia. « Tu sais ce que je pense ? Je pense que parfois la vie nous brise pour que nous puissions nous reconstruire plus forts et plus complets. » Sophia hocha la tête, pensive. « Alors, nous nous sommes brisés pour nous trouver. » Édouard embrassa le front de Sophia. « Exactement. Et maintenant, nous sommes une famille que personne ne peut plus briser. » Quand Sophia s'endormit, Édouard la regarda quelques minutes, ayant encore du mal à croire que cet enfant extraordinaire était sa fille. Il avait passé 52 ans à construire un empire commercial. Mais ce n'est que maintenant, à 53 ans, qu'il avait découvert son véritable but, être le père de Sophia. En quittant la chambre, Édouard s'arrêta dans le couloir et regarda les photos qui décoraient maintenant les murs. Des photos de Sophia à l'école, de dîners de famille, de moments quotidiens devenus précieux. Le manoir n'était plus un mausolée de succès vide. C'était un foyer rempli de vie, d'amour et de rire. Édouard sourit, sachant que désormais, chaque jour serait une nouvelle aventure avec sa fille extraordinaire à ses côtés. 1 an après cet après-midi pluvieux qui avait tout changé, Édouard se tenait sur le même seuil où il avait trouvé Sophia pour la première fois. Mais maintenant, au lieu de la pluie, un soleil doré de fin d'après-midi baignait le jardin du manoir où se déroulait une fête d'anniversaire. Sophia, maintenant âgée de 7 ans,
courait sur la pelouse avec ses amis d'école, son rire cristallin résonnant dans l'air. Elle avait grandi de quelques centimètres et pris un poids santé, mais elle conservait la même détermination féroce dans ses grands yeux. La différence était que maintenant, cette détermination brillait de confiance et de bonheur. « Papa, viens jouer avec nous !» cria Sophia, faisant signe à Édouard avec des mains maculées de gâteau au chocolat. Édouard sourit en desserrant sa cravate. Il y a un an, il n'aurait jamais imaginé assister à la fête d'un enfant, et encore moins jouer à chat dans le jardin de son propre manoir. Maintenant, il ne pouvait imaginer un endroit où il préférerait être. Carmen s'approcha, portant un plateau de collation pour les enfants. Elle était méconnaissable par rapport à la femme frêle et désespérée qu'Édouard avait visitée à l'hôpital un an auparavant. Son visage avait un éclat sain, ses yeux brillaient de confiance, et elle portait une robe bleu marine qu'Édouard lui avait offerte pour son dernier anniversaire. « Édouard, dit-elle, je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. » « Carmen, répondit Édouard en regardant Sophia organiser un jeu pour ses amis. « C'est moi qui devrais te remercier. Sophia m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en réussite professionnelle, mais dans la capacité d'aimer et d'être aimé inconditionnellement. » Carmen sourit. « Elle t'a vraiment changé, n'est-ce pas? Je me souviens quand je suis venu travailler ici pour la première fois. Tu regardais à peine le personnel. » Elle fit un geste vers la fête. « Regarde ça. » Édouard regarda autour de lui. Madame Albright servait des sodas aux enfants, riant quand l'un d'eux renversait du jus sur l'herbe. Le docteur Miller parlait à Marcus des progrès scolaires de Sophia. Même quelques voisins avaient été invités. Enfants et adultes se mêlaient dans une célébration qui n'aurait jamais eu lieu dans le manoir silencieux d'avant. « Sophia n'a pas seulement changé ma vie, » dit Édouard. « Elle m'a appris à vivre. » À ce moment, Sophia accourut vers eux, ses cheveux dénoués volant au vent. « Papa, maman Carmen, venez voir. » Elle les attira vers une table où elle avait disposé tous les dessins qu'elle avait faits tout au long de l'année. Il y en avait des dizaines, montrant l'évolution d'une famille. Les premiers montraient 3 silhouettes hésitantes sous un grand toit. Le plus récent montrait la même famille dans une étreinte de groupe, souriante, entourée de fleurs et d'animaux heureux. Celui-ci, dit Sophia en montrant le dernier dessin, c'est notre famille aujourd'hui. Regardez comme tout le monde est heureux. Édouard prit le dessin, observant les détails soignés. Sophia avait inclus non seulement Édouard, Carmen et elle-même, mais aussi Madame Albright, le docteur Miller, Marcus, et même un chien qu'elle demandait à adopter. « Sophia, dit Édouard en s'agenouillant à sa hauteur. Veux-tu vraiment un chien? » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Beaucoup. Mais seulement si tu en veux un aussi. » Édouard jeta un coup d'œil à Carmen, qui rit et hocha la tête. « Je pense que notre famille peut s'agrandir un peu plus. » Sophia poussa un cri de joie et serra Édouard. « Merci, papa. Tu es le meilleur papa du monde. » Alors que le soleil commençait à se coucher et que les invités partaient, Édouard, Sophia et Carmen s'assirent sur la balançoire de jardin qu'Édouard avait installée. Sophia était entre les deux adultes, sa tête reposant sur l'épaule d'Édouard, ses petites jambes se balançant librement. « Papa !» dit Sophia d'une voix endormie. « Te souviens-tu de comment c'était avant que j'arrive ici ?» Édouard pensa au manoir silencieux, au dîner solitaire, aux nuits vides remplies uniquement de travail. « Je me souviens, ma chérie. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal à me souvenir de comment c'était avant de t'avoir comme papa, dit Sophia. C'est comme si toute ma vie d'avant n'était qu'une attente pour arriver ici. » Carmen caressa les cheveux de sa fille. « Et moi, j'ai du mal à me souvenir de ce que c'était que d'avoir peur de l'avenir. » Édouard regarda les deux femmes qui avaient transformé son existence. Carmen était devenue non seulement une collègue appréciée, mais une amie chère et une coparente pour Sophia. Elle avait trouvé sa dignité et son indépendance, mais avait aussi appris à accepter l'amour et le soutien quand c'était nécessaire. « Savez-vous ce que j'ai découvert cette année ?» dit Édouard. « J'ai découvert que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans le courage d'ouvrir nos cœurs à ceux qui ont le plus besoin de notre protection. » Sophia se redressa. « Et j'ai découvert que parfois, les meilleurs parents sont ceux qui choisissent d'être des parents, pas seulement ceux qui sont nés parents. » Carmen sourit. « Et j'ai découvert qu'accepter de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. » Alors que la première étoile apparaissait dans le ciel, Sophia fit un vœu silencieux. Édouard la regarda, pensant comment cet enfant extraordinaire était entré dans sa vie. Comme un ange déguisé en fillette effrayée dans une blouse mouillée. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda Édouard.
Que notre famille soit heureuse pour toujours, répondit Sophia. Et que d'autres petits garçons et filles qui ont besoin d'aide trouvent de bonnes personnes comme vous. Édouard sentit des larmes lui monter aux yeux. Sophia, même ayant trouvé sa propre sécurité, pensait encore aux autres enfants qui pourraient traverser ce qu'elle avait vécu. « Tu sais ce que nous allons faire ?» dit Édouard, une idée se formant dans son esprit. « Nous allons créer une fondation pour aider les enfants dans des situations comme la vôtre. Nous allons nous assurer que d'autres familles ne traversent pas ce que vous avez traversé. » Le visage de Sophia s'illumina. « Je peux aider ? Bien sûr. Ce sera notre mission familiale. » Alors qu'ils entraient dans le manoir cette nuit-là, Édouard s'arrêta dans le hall d'entrée et regarda autour de lui. Les murs qui n'affichaient autrefois que des trophées d'affaires étaient maintenant remplis de photos de famille, de dessins de Sophia et de souvenirs de moments heureux. L'escalier en marbre était devenu un endroit où Sophia jouait à cache-cache. La bibliothèque avait été transformée en un centre d'études où père et fille faisaient leurs devoirs ensemble chaque soir. Le manoir, autrefois symbole d'isolement et de pouvoir, représentait maintenant un sanctuaire et la preuve que lorsque nous ouvrons nos portes à l'amour, nous découvrons que c'est nous qui avions le plus besoin d'être sauvés. Sur le mur de l'entrée, encadré de chênes fins, se trouvait le premier dessin que Sophia avait fait dans le manoir. 3 silhouettes se tenant la main sous un grand toit avec un soleil jaune vif au-dessus. En dessous, Édouard avait fait graver une plaque, le jour où notre famille a commencé. Alors que Sophia dormait dans ses bras, Édouard la porta jusqu'à sa chambre, pensant à quel point la vie pouvait être surprenante. Il avait passé 52 ans à croire qu'il avait besoin d'un contrôle absolu pour être heureux. Sophia lui avait appris que le vrai bonheur venait de l'abandon, de la capacité à se donner complètement à l'amour d'un autre. En plaçant Sophia dans son lit et en l'embrassant sur le front, Édouard murmura « Merci de m'avoir sauvée, ma fille ». Et tandis que la nuit enveloppait le manoir, une famille improvisée et parfaite dormait en paix, sachant qu'ils avaient trouvé non seulement l'un l'autre, mais aussi leur véritable but dans la vie, protéger, aimer et prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin. La blouse que Sophia portait ce premier jour était maintenant accrochée, encadrée, sur le mur du bureau d'Édouard. Un rappel que les rencontres les plus improbables peuvent mener aux transformations les plus profondes. Et que parfois, une enfant courageuse peut enseigner à un adulte puissant les leçons les plus importantes sur l'amour, la famille et la rédemption.